Garde-le, Claire. Je viens de lui prendre sa maison et son argent. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne Histoire de vie. L'histoire d'aujourd'hui est pleine d'émotions et de surprises. Il pensait que je me reposais dans la chambre, mais en réalité, quand je chargeais les derniers meubles dans un camion de déménagement, le temps qu'il rentre de son prétendu voyage d'affaires avec sa maîtresse, il trouverait une maison complètement vide et un dossier de divorce signé posé sur le sol de la cuisine. Être enceinte ne m'a pas rendue faible. Cela m'a rendue calculatrice, 3 mois plus tôt. À travers les stores entr'ouverts de son bureau, je l'ai vu enlacer une femme qui n'était pas moi. Je n'ai pas dit un mot, j'ai fait demi-tour. J'ai conduit jusqu'à la maison et je lui ai préparé son dîner préféré ce soir-là. Je m'appelle Pauline Laurent, j'ai 31 ans et quand j'en ai eu terminé, mon mari n'avait plus de maison, plus de mariage et pas la moindre explication à donner à la fille qu'il était sur le point de rencontrer. J'étais enceinte de 22 semaines. Je me suis rendue au bureau de Fabien avec une nouvelle photo de l'échographie dans mon sac. Il avait manqué le rendez-vous médical ce matin-là. Une urgence qu'il ne pouvait soi-disant pas éviter. Je voulais lui faire la surprise, lui montrer le visage de notre fille sur le petit écran gris de la photo. Les stores de son bureau étaient à moitié ouverts. Je l'ai vu avant même d'atteindre la porte. Il avait la main sur la nuque d'une femme. Elle avait le front posé contre son torse. Aucun d'eux n'a bougé pendant une longue seconde. Aucun d'eux ne m'a vu me tenir là. Avec la photo de l'échographie à la main, je n'ai pas frappé. Je n'ai pas prononcé son prénom. J'ai fait demi-tour et je suis retournée à ma voiture. Je suis restée assise sur le parking pendant 11 minutes, juste assez longtemps pour mémoriser son visage, assez longtemps pour la voir sortir 10 minutes plus tard. Elle riait de quelque chose sur son téléphone. Et faisant tourner ses clés de voiture sur son doigt, je l'ai suivie à l'intérieur à pied. L'air de rien. Comme si je travaillais là, j'ai lu la plaque sur le mur de son bureau. Claire Mercier, coordinatrice marketing, embauchée il y a 8 mois, et ce n'était que la première chose que j'allais découvrir cette année-là. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez. Je suis rentrée chez moi. J'ai préparé le dîner, du poulet rôti avec du riz et les haricots verts qu'il aimait tant. Quand Fabien a passé la porte à 10 à 9 heures, en riant, que je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Longue, a-t-il répondu. Des réunions ennuyeuses tout l'après-midi. Il a embrassé mon front et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner, comme si c'était un mardi ordinaire. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai rempli son verre d'eau et je lui ai posé des questions sur ces réunions ennuyeuses pendant encore 10 minutes. C'est la première fois que j'ai compris quelque chose sur moi-même. Je pouvais m'asseoir face au mensonge et dîner avec lui. Le lendemain matin, j'ai ignoré ma dispute habituelle sur les vitamines prénatales. J'ai appelé un numéro que j'avais mis dans mes favoris 2 jours plus tôt, avant même de savoir pourquoi, Maître Hélène, qu'avocate en droit de la famille. Dans le centre de Lyon, la meilleure avocate spécialisée dans les divorces de toute la région Rhône-Alpes. Selon tous les avis que j'avais lus, je les avais lus à 2 heures du matin. Quand Fabien avait commencé à rentrer tard 3 soirs par semaine, j'ai besoin d'une consultation, ai-je dit à son assistante. Dans un endroit où il ne verra pas le rendez-vous, Hélène m'a retrouvée dans un café au lieu de son cabinet. Intelligente, prudente. Aucune trace papier sur son agenda ou le mien. Elle avait être 50 ans, une mèche grise dans les cheveux. Elle avait déjà sorti un bloc-notes jaune avant même que je m'assoie. Dites-moi tout, a-t-elle dit. Commencez par l'argent. Je lui ai parlé des comptes joints, de la maison que nous avions fini de payer 2 ans plus tôt, à nos 2 noms, du compte épargne que Fabien gérait et que je n'avais pas regardé de près depuis plus d'1 an. Elle écrivait vite. Elle n'a pas scié à un seul moment, jusqu'à ce que je prononce le nom de Claire Mercier. Une liaison de bureau, a dit Hélène. C'est courant.
et aussi très facile à prouver si vous êtes patiente. Je ne veux pas le confronter. Ai-je répondu? Pas encore. C'est bien, a-t-elle dit. La confrontation. C'est pour les gens qui ne veulent pas gagner. C'est à ce moment-là que le plan a commencé. Pas avec de la colère, avec un bloc-notes et une femme qui ne reculait devant rien. Pendant ce temps, le comportement de Fabien a empiré. Il n'est pas devenu plus prudent. Il a empiré. Il a complètement cessé de poser des questions sur mes rendez-vous médicaux. Je rentrais à la maison après une échographie avec de nouvelles photos. Il y jetait un œil pendant 2 secondes avant de retourner sur son téléphone. Quand je lui ai dit que le médecin voulait que je me repose davantage pour le 3e trimestre, il a « Où veux-tu aller de toute façon ?» a-t-il dit. « Tu es enceinte de 7 mois. Ce n'est pas comme si tu allais courir un marathon. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il a haussé les épaules et a dit que j'étais trop sensible, que c'était les hormones. 2 soirs plus tard, il est rentré en sentant un parfum qui n'était pas le mien. Je lui ai posé la question. Il a répondu que la climatisation du bureau était en panne et que tout le monde avait été entassé dans la même salle de réunion toute la journée. Je n'ai rien dit. J'ai noté la date dans un carnet qu'Hélène m'avait conseillé de cacher derrière les livres sur la maternité de ma table de chevet. La semaine suivante, j'ai trouvé un prélèvement d'hôtel sur un relevé bancaire. Il pensait que je ne vérifiais jamais. 240 € un mardi soir, alors qu'il m'avait dit être à un dîner d'affaires en ville. J'ai pris le relevé en photo avec mon téléphone et je l'ai envoyé à Hélène. Aucun commentaire. Juste la photo. Elle m'a répondu par un seul mot. Parfait. Fabien a commencé à traiter la maison comme une chambre d'hôtel qu'il s'apprêtait à quitter. Il laissait sa vaisselle dans l'évier pour que je la trouve. Ses serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain 3 jours de suite. Comme s'il s'attendait à ce qu'elles disparaissent toutes seules. Il rentrait à 23h. Puis à minuit. Puis pas du tout. Un jeudi. Il m'a simplement envoyé un message disant qu'il dormait chez Thomas. Sans aucune explication sur l'identité de ce fameux Thomas, je n'ai pas demandé qui était Thomas. J'avais déjà un nom, et ce n'était pas Thomas. J'ai revu Hélène la semaine suivante. Cette fois, à son cabinet, j'ai calé le rendez-vous exactement au moment d'un examen prénatal pour lequel Fabien avait cessé de se renseigner. Nous avons examiné chaque compte, chaque carte, chaque virement qu'il avait effectué au cours des 10 à 8 derniers mois et qui ne collait pas. Il y avait un schéma. De petits retraits en espèces toutes les 2 semaines, depuis presque 1 an, des dîners facturés sur une carte que je n'utilisais pas, un compte de fidélité hôtelier à son nom que je n'avais jamais vu. Avec 6 jours enregistrés rien qu'au cours des 4 derniers mois, il a été négligent. Qui a dit Hélène en tapotant les impressions papier. La négligence, c'est bon pour nous. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Ai-je demandé? Rien pour l'instant. A-t-elle répondu? Vous attendez? Pour vous documenter? Et vous commencez à réfléchir à la façon de le faire sortir de cette maison? Sans une bataille qui s'éternisera pendant 2 ans, pendant que vous élevez un nouveau-né toute seule. Je lui ai demandé à quoi cela ressemblerait concrètement. Elle m'a regardé un instant, comme si elle se demandait si je pourrais supporter la réponse. Cela ressemble au jour où il rentre à la maison, a-t-elle dit, et où il n'y a plus rien pour quoi se battre. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Pas totalement, mais je l'ai quand même noté, en le soulignant 2 fois, juste en dessous du nom de Claire Mercier et de la date à laquelle j'avais vu sa main dans celle de Fabien pour la première fois. Ce soir-là, Fabien est encore rentré tard. Il a fait tomber sa veste par terre au lieu de l'accrocher au porte-manteau et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Je lui ai dit que je n'avais rien préparé. Il a soupiré, comme si j'avais personnellement ruiné sa soirée, et il a commandé une pizza pour lui tout seul. Il ne m'a pas proposé la moindre part. J'étais enceinte de 7 mois. Il mangeait au comptoir de la cuisine, debout, faisant défiler l'écran de son téléphone.
pendant que j'étais assise à table avec un verre d'eau et un dossier de preuves de plus en plus épais dont il ignorait l'existence. 2 jours plus tard, je l'ai surpris en train de parler sur la terrasse. La voix basse, riant de quelque chose. Je me suis tenue juste derrière la porte vitrée et j'ai écouté. « Elle va bien ?» disait-il. « Elle ne se doute de rien. Crois-moi. » Il ne parlait pas à un collègue d'un projet de travail. Je savais déjà à qui il parlait. J'ai fermé la porte doucement et je suis retournée vider le lave-vaisselle. Comme si je n'avais pas entendu un mot. C'est ce soir-là que j'ai décidé que le dossier dont parlait Hélène n'était plus seulement une métaphore, je le voulais bien réel. Imprimé, en signé, posé sur le sol de la cuisine, dans une maison vide. L'attendant pour qu'il lise chaque page tout seul, Fabien a commencé à oublier des choses, pas de vraies choses, des choses qui l'arrangeaient. Il a oublié la date anniversaire de l'achat de notre maison. Il a oublié que j'avais une échographie de croissance un mercredi et a programmé un déjeuner d'équipe à la place. Quand je le lui ai rappelé la veille au soir, il m'a répondu « C'est juste une échographie. Pauline, tu en as déjà eu 6. J'y suis allée seule. L'assistante d'Hélène m'a envoyé 2 messages ce jour-là. À chaque fois, pour des formalités administratives, Fabien ne m'a envoyé aucun message. Ce week-end-là, il a organisé une soirée poker avec 4 de ses collègues de travail sans me demander mon avis. Je l'ai découvert quand 6 hommes sont arrivés à 10 à 9 heures avec des bières et une glacière. J'étais enceinte de 7 mois. Ouvrant la porte en jogging, Fabien m'a fait un signe de la main depuis le canapé. « Sors-nous juste quelques trucs à grignoter quand tu auras 1 minute. » Ma chérie, je ne leur ai rien sorti à grignoter. Je suis montée à l'étage et j'ai fermé la porte de la chambre. Il est monté à minuit avec une forte odeur de bière et de cigarettes. Il m'avait pourtant juré qu'il ne fumait plus. Il s'est plaint que je l'avais embarrassé en ne descendant pas dire bonjour aux garçons. L'un d'eux connaît Claire, a-t-il dit. Une fille du bureau. Tu l'aimerais bien. Je suis restée très immobile dans le noir. J'adorais la rencontrer un jour. Ai-je répondu ? Il n'a pas remarqué que ma voix était devenue totalement plate. Il ne remarquait jamais rien. Le lendemain matin, il y avait 7 bouteilles de bière vides sur la table basse, des miettes de chips écrasées dans le tapis et une marque de brûlure sur la petite table où quelqu'un avait posé sa cigarette. Fabien est parti travailler sans toucher à rien. J'ai pris le désordre en photo avant de nettoyer. Une nouvelle pièce à conviction pour le dossier qu'Hélène me disait de monter. J'ai revu Hélène 2 jours plus tard. Cette fois, sous le prétexte d'un cours de préparation à l'accouchement, Fabien n'avait de toute façon aucune envie d'y assister. Nous étions assises dans sa voiture, dans un parking souterrain, le moteur éteint et le chauffage allumé contre le froid. Il a invité 6 collègues de travail à la maison. Lui ai-je dit ? L'un d'eux est au courant pour Claire et n'a pas dit un mot à sa propre femme. Hélène n'a pas sourcillé. Obtenez les noms, a-t-elle dit. Si cette femme n'est pas au courant, elle pourrait vous parler avant que tout cela ne soit terminé. Les conjoints trompés se parlent entre eux. Je ne fais pas ça pour blesser ses amis. Ai-je répondu ? Vous ne le faites pas. A dit Hélène. Vous montez un dossier. Ce que ses amis font de ce qu'ils apprennent, ce n'est pas votre problème. C'est la première fois que j'ai hésité sur quelque chose qu'Hélène me disait de faire. Je lui ai demandé directement si tout cela ne la dérangeait pas. Monter des dossiers sur des gens qui ignoraient être surveillés. Elle m'a regardé longuement. Ça m'a dérangée pendant les 2 premières années, a-t-elle dit. Puis, j'ai commencé à rencontrer les maris. Maintenant, ça ne me dérange plus. Je n'ai pas insisté. J'ai quand même noté le nom de la femme du collègue. Sophie. Je ne l'ai pas appelée. Pas encore. 2 soirs plus tard, Fabien est rentré avec une nouvelle montre. Une montre chère. Le genre de choses qu'il ne s'achèterait jamais sans une bonne raison. Quand je lui ai posé la question,
Il a répondu que son entreprise lui avait donné une prime pour avoir signé un gros contrat. J'ai vérifié notre relevé de compte joint ce soir-là, pendant qu'il prenait sa douche. Aucun dépôt de prime. À la place, un retrait de 2100 € sur un compte que je croyais être la seule à utiliser, en destiné aux meubles du bébé. Je ne l'ai pas confronté. J'ai pris le relevé en photo et je l'ai envoyé à Hélène avec une seule phrase. L'argent pour la chambre du bébé lui a payé une montre. Elle a répondu dans la minute. Gardez ça, c'est une excellente preuve. Le lendemain, j'ai ouvert le placard pour prendre son sac de sport et j'ai trouvé le reçu d'un hôtel situé à 2 villes de là, daté du week-end de la soirée poker, un service d'étage facturé sur la note de la chambre, avec 2 plateaux repas. Je me suis assise sur le bord du lit en tenant ce reçu pendant un long moment, sans pleurer. Juste assise, ma main posée à plat sur mon ventre, et pendant une seconde, à mignon, j'ai pensé à quel point j'étais proche de descendre les escaliers et de lui jeter chaque assiette de la cuisine à la tête. Je ne l'ai pas fait. J'ai mis le reçu dans un dossier caché dans le garage. Derrière les pots de peinture, là où il ne regardait jamais, ce vendredi-là, Fabien m'a dit qu'il voulait planifier un dernier voyage en amoureux avant l'arrivée du bébé, un vrai voyage. A-t-il dit? Rien que nous deux? Il a choisi un hôtel de luxe à 3 heures de route. Sur la Côte d'Azur, il a réservé les vols. Q m'a montré la confirmation sur son téléphone, comme s'il était fier de lui. Tu le mérites, a-t-il dit. Avant que les choses ne deviennent folles, j'ai souri et je l'ai remercié. À l'intérieur, quelque chose s'est mis en place. Même si je ne comprenais pas encore exactement quoi, j'ai envoyé un message à Hélène ce soir-là. Il a réservé un voyage de 3 jours pour nous. Je pense qu'il veut un alibi plus qu'il ne veut ma présence là-bas. La réponse d'Hélène est arrivée très vite. Ou alors, il veut une fenêtre de tir pour disparaître. Quoi qu'il en soit, gardez les dates. Ne l'annulez pas encore. 10 jours avant le voyage, Fabien est rentré et m'a dit que son équipe avait besoin de lui pour une urgence client cette semaine-là, qu'il allait devoir repousser le voyage. Peut être même l'annuler complètement. Il a ajouté que je pouvais toujours y aller sans lui si je le voulais. Tu as payé pour les 2 billets? Et je fais remarquer, je demanderai un remboursement. A-t-il répondu? Il était déjà à mi-chemin dans les escaliers, que le téléphone collait à l'oreille. Il riait de ce que disait la personne à l'autre bout du fil. Je suis restée dans la cuisine, tenant une spatule, mon dîner à moitié cuit, l'écoutant rire dans son téléphone à propos d'une urgence client qui ne ressemblait à aucun client que je connaissais. Je ne lui ai pas dit un mot de la soirée. J'ai appelé Hélène, depuis la salle de bain, en laissant tourner la ventilation pour qu'il ne m'entende pas. Il annule le voyage. Il dit que le travail a besoin de lui. Intéressant, a répondu Hélène. Demandez-lui où il va. En l'air de rien. N'insistez pas. Le lendemain matin, devant le café, j'ai demandé à Fabien où était basé son client urgent. À la montagne, a-t-il dit. Vague. Faux distrait. Cherchant déjà ses clés, j'ai demandé quelle montagne. Il m'a dit qu'il devait y aller, a embrassé mon front, et est parti, sans répondre. Cet après-midi-là, j'ai trouvé le véritable itinéraire de vol. Ce n'était pas un voyage d'affaires. C'était un vol pour la Côte d'Azur. Au même endroit qu'il avait initialement réservé pour nous, les mêmes dates, un siège à son nom, et un autre, sous un nom que je ne reconnaissais pas. Jusqu'à ce que je fasse une recherche, Claire Mercier. Il emmenait sa maîtresse pour le voyage en amoureux qu'il avait prévu pour sa femme enceinte. Je suis restée assise avec mon ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine pendant près de 20 minutes. Sans bouger. Puis j'ai appelé Hélène. Il l'emmène. Ai-je dit? Le même voyage. Le même hôtel. Il y a eu un silence sur la ligne. Puis Hélène a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas.
ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Pauline, c'est votre fenêtre de tir. 3 jours confirmés. Aucun moyen pour lui de vérifier ce qui se passe à la maison. Vous vouliez savoir à quoi cela ressemble quand il rentre chez lui et qu'il n'y a plus rien. Maintenant, vous savez exactement quand cela va arriver. J'ai baissé les yeux vers mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied. Forte. Juste sous mes côtes. Comme si elle était d'accord. Dites-moi ce qu'il faut faire en premier. Ai-je demandé? Hélène a répondu. Vous terminez l'inventaire. Chaque objet dans cette maison, chaque compte, chaque bien. Nous avons besoin que tout soit blindé avant de toucher à un seul carton. J'ai passé les 4 nuits suivantes, après que Fabien se soit endormi, à faire le tour de chaque pièce avec l'appareil photo de mon téléphone, photographiant les meubles, l'électroménager, les bijoux, tout ce qui avait un reçu ou un numéro de série. Je croisais ces informations avec les relevés bancaires qu'Hélène avait déjà identifiés, associant les achats aux comptes, créant un fichier qui me retournait l'estomac à chaque fois que j'ajoutais une nouvelle ligne. Fabien ne l'a jamais remarqué. Il était trop occupé à préparer un sac pour un voyage qu'il m'avait dit être à Genève. Pour conclure, un contrat qui n'existait pas, avec une femme dont le nom reposait déjà dans un dossier caché derrière les pots de peinture de mon garage, 3 soirs avant son départ. Il s'est assis en face de moi, au dîner, et a tendu la main pour prendre la mienne. Je sais que j'ai été distant, a-t-il dit, une fois que ce contrat sera signé. Je te promets que les choses redeviendront normales. Je l'ai laissé tenir ma main exactement le temps qu'il lui a fallu pour finir cette phrase. Puis j'ai repris ma fourchette et je lui ai demandé de me passer le sel. Il n'avait aucune idée que la normalité ne reviendrait jamais. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à son retour de vol, l'avant-veille du départ de Fabien pour son faux voyage en Suisse. Il m'a demandé de l'aider à préparer sa housse de costume, pas parce qu'il avait besoin d'aide, parce qu'il voulait un public, pendant qu'il pliait une chemise que je ne lui avais jamais vue porter pour un rendez-vous client, en soie, très chère, le genre de chemise qu'un homme achète pour une femme, pas pour une salle de réunion. Nouvelle chemise? Ai-je demandé? J'avais besoin de quelque chose pour le dîner de clôture? A-t-il répondu sans lever les yeux? J'ai fermé la fermeture éclair de sa housse et je lui ai souhaité un bon vol. Il a embrassé mon front en sortant le lendemain matin. Il m'a dit de ne pas l'attendre pour l'appeler, car le réseau passait mal là-bas. Et il m'a rappelé d'arroser la plante sur la terrasse, puis il a reculé hors de l'allée en sifflotant. J'ai regardé sa voiture disparaître au coin de la rue. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Hélène. Il est parti. Ai-je dit? Parfait. A-t-elle répondu? Maintenant, on agit vite. Je vous attends à mon cabinet dans 1 heure. Apportez toutes les photos, tous les relevés, tout ce qui se trouve dans le dossier du garage. J'ai conduit jusqu'au centre-ville avec une boîte d'archives sur mon siège passager. Mes mains étaient d'une stabilité qui m'a surprise. L'assistante d'Hélène m'a accueillie à la porte et m'a conduite directement à une salle de réunion où 3 années de négligence de Fabien étaient étalées sur une table en pile soigneusement étiquetée. C'est plus que suffisant, a dit Hélène en feuilletant les pages. Infidélité, mauvaise gestion financière, un schéma documenté de négligence pendant une grossesse à haut risque. Nous déposons la requête en divorce et les mesures provisoires pour la garde la semaine même de son retour. Et la maison? Ai-je demandé? Hélène a posé son stylo. La maison est au nom de vous 2. Vous avez absolument tous les droits de retirer vos affaires d'un domicile dont vous êtes copropriétaire. Ce que vous allez faire cette semaine n'est pas un vol. C'est une femme qui déménage ses propres biens. Je lui ai demandé directement si c'était vraiment légal. Engager une équipe, que vider toute la maison, pendant qu'il était à des centaines de kilomètres avec une autre femme, sans se douter de rien. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Chaque objet qui quittera cette maison aujourd'hui vous appartient ou a été acheté avec des fonds communs, a-t-elle précisé? J'ai demandé à mon assistante de photographier et d'enregistrer chaque article de votre inventaire.
En le comparant au registre de propriété depuis 2 semaines, ce n'est pas une vengeance. Pauline, c'est une séparation légale des biens. Vous l'exécutez selon votre calendrier, au lieu du sien. Cela m'a suffi. J'ai signé la requête. Hélène a fait glisser le document sur la table. Ma main ne tremblait que légèrement sur la dernière ligne. À partir de là, tout s'est mis en marche, comme une machine que j'ignorais avoir construite. Hélène avait déjà sélectionné une entreprise de déménagement dans la ville voisine, spécialisée dans les missions rapides et discrètes, payée intégralement d'avance, en espèces, la patronne. Une femme nommée Nadia m'a retrouvée dans un café cet après-midi-là pour revoir la logistique. Aucun document portant le nom de Fabien. Aucun email de confirmation sur lequel il pourrait tomber. Maison complète. 3 chambres. La location d'un garde-meuble pour tout ce qui ne rentre pas dans votre nouveau logement. A récapitulé Nadia en parcourant ma liste. Nous pouvons commencer demain à 6h du matin et avoir terminé avant la tombée de la nuit. Vous avez déjà fait ça? Ai-je demandé? Plus souvent que vous ne le pensez? M'a-t-elle répondu avec bienveillance. La plupart des femmes n'attendent pas d'être enceintes de 7 mois pour se décider. Vous êtes plus intelligente que la plupart de mes clientes. Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement tendu la compte dans une enveloppe et je l'ai remerciée. Cette nuit-là, au seul dans la maison pour la première fois depuis des années, j'ai traversé chaque pièce lentement, pas pour dire au revoir, mais pour faire une dernière liste mentale. La lampe du salon qui appartenait à ma grand-mère, le fauteuil que Fabien avait apporté de son appartement de célibataire, je l'avais détesté pendant 6 ans, et je le prenais enfin avec moi. Joyeusement, par pure méchanceté, mon téléphone a vibré, un message de Fabien, une photo d'une piscine d'hôtel, une eau bleue, des palmiers, personne à l'intérieur. J'aimerais que tu sois là. Et disait la légende. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Ensuite, j'ai regardé l'impression de la réservation dans mon dossier, celle avec 2 noms inscrits dessus, le sien et celui de Claire, les mêmes dates, le même hôtel. Une piscine qui ressemblait exactement à celle de sa photo. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai enfin fait, j'ai écrit « Ça a l'air magnifique. Repose-toi bien ». Il m'a répondu avec l'émoji cœur, puis plus rien pendant 6 heures. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures. J'ai fait du café que je n'ai pas bu et je me suis tenue à la fenêtre du salon, regardant l'éclairage de la rue. À 6h04, un camion de déménagement de la taille d'un petit immeuble s'est garé dans l'allée. Nadia a frappé 2 fois. J'ai ouvert la porte à une équipe de 8 personnes qui enfilaient déjà leurs gants. « Expliquez-moi le plan », ai-je dit. La chambre principale en premier, car c'est le plus long, a répondu Nadia. Le salon et la cuisine ensuite, la chambre du bébé en dernier, puisque vous avez dit que vous vouliez l'emballer vous-même. J'ai hoché la tête, mes mains ne tremblaient plus. À 7h du matin, la chambre était réduite à des murs nus. Les matelas partis, la commode partie, le placard vidé de tout, à l'exception de quelques chemises de Fabien que j'avais laissées délibérément accrochées, comme un message. À 8h, le salon était une boîte vide, faite de parquet et de lumière du soleil, le canapé, la télévision, et chaque photo encadrée de nous deux était chargée dans le camion. L'un des déménageurs a trouvé une boîte de vieux albums photos dans le placard de l'entrée, ceux d'avant notre mariage. Il m'a demandé s'il partait ou s'il restait. Ils partent. Ai-je dit? Tout ce qui est à moi part. Il n'a pas discuté. Il a emporté la boîte. Vers 10h, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Fabien. C'était sa mère, Brigitte. Elle appelait pour l'organisation de ma fête de naissance, prévue le mois suivant. « Tout va bien, ma chérie ?» m'a demandé Brigitte quand j'ai décroché. Ma voix était tendue à force de diriger les meubles à travers les portes.
Tu as l'air occupé. Je fais juste du tri. Ai-je répondu. Je te rappelle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse me demander ce que j'étais en train de trier. Brigitte ne savait pas encore. Personne ne savait, sauf Hélène et 8 inconnus en polos assortis qui travaillaient dans ma cuisine comme une équipe chirurgicale. À midi, il ne restait que les plans de travail nus dans la cuisine. Chaque appareil électroménager était emballé, même les ampoules avaient été dévissées et enveloppées dans du papier journal. C'était une suggestion de Nadia. Certaines clientes aiment laisser la maison complètement dans le noir. M'avait-elle dit. Ça en dit plus long que des mots. Je lui avais dit de le faire. Chaque ampoule. Dans chaque pièce. À 13h, j'ai arrêté l'équipe pour qu'il déjeune et j'ai traversé la chambre du bébé, seule. Je leur avais dit que je voulais l'emballer moi-même et j'étais sérieuse. J'ai plié chaque petit vêtement à la main. J'ai enveloppé le mobile qui pendait au-dessus du berceau dans du papier bulle, comme s'il était fait de verre. J'ai rangé les photos des échographies dans une petite boîte à souvenirs, les mêmes photos que Fabien avait regardées pendant 2 secondes avant de retourner sur son téléphone. Je suis restée assise sur le sol de la chambre vide pendant exactement 1 minute. Puis Nadia a frappé et m'a demandé si j'étais prête à continuer. Prête, ai-je dit, et je me suis remise au travail. À 15h, l'équipe est passée au garage, vidant les outils, le congélateur d'appoint, les cartons d'affaires que Fabien promettait de trier depuis des années et qu'il n'avait jamais ouverts. L'un d'eux a trouvé le dossier derrière les pots de peinture, les reçus d'hôtel, les factures de la montre, la réservation imprimée avec le nom de Claire Mercier. Il a demandé s'il devait le mettre dans un carton. Celui-ci vient avec moi, ai-je dit, et je l'ai glissé dans mon sac. À 16h30, la maison n'était plus qu'une coquille vide. Les pas résonnaient. Ma voix rebondissait sur les murs nus lorsque j'ai appelé Nadia au sujet des derniers cartons dans le couloir. À 10 à 7h, le camion a démarré. Ma nouvelle adresse était écrite sur un bout de papier dans la poche de Nadia. Je me suis tenue seule dans le salon vide pendant un instant, écoutant le silence. Pas de bourdonnement de réfrigérateur, pas de tic-tac de l'horloge murale. Déjà dans un carton, juste ma propre respiration et le bébé qui bougeait en moi, comme si elle ressentait le calme. Elle aussi, j'ai vérifié mon téléphone. Le vol de Fabien atterrissait à 11h le lendemain matin. Il me restait 10 à 8h et une dernière chose à faire avant que cette maison ne cesse définitivement d'être la mienne. Je suis allée à ma nouvelle adresse en premier, une petite maison en location de l'autre côté de la ville. Hélène m'avait aidé à signer le bail sous mon nom de jeune fille 3 semaines plus tôt. J'ai regardé l'équipe de Nadia commencer à décharger le camion dans les pièces, qui seraient de nouveau pleines avant minuit. Ensuite, je suis retournée à la maison vide une dernière fois. Un seul dossier entre les mains. Je me suis agenouillée sur le sol nu de la cuisine et je l'ai posé exactement à l'endroit où il le verrait en premier. Le vol de Fabien a atterri à 11h le lendemain matin. Je le sais, car le partage de sa position était toujours activé sur une application qu'il avait oublié de désactiver. Ça le montrait roulant vers la porte de débarquement pile à l'heure. J'étais à plusieurs kilomètres de là, assise dans ma nouvelle cuisine. Je déballais un carton de tasses. L'équipe de Nadia étant partie depuis longtemps. Le mobile du bébé était déjà accroché au-dessus du berceau dans la pièce d'à côté. Mon téléphone était posé face visible sur le plan de travail. Je le fixais au lieu du carton devant moi. À 12h47, il a sonné. Fabien. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Pauline. Sa voix était étrange, tremblante. Pauline. Où est tout le reste? Quoi donc? Ai-je demandé. La maison? A-t-il dit. Les meubles. Tout a disparu. Il n'y a plus rien ici. Que s'est-il passé? Avons-nous été cambriolés? As-tu appelé la police? Je n'ai pas appelé la police. Qui ai-je répondu? Il y a un dossier sur le sol de la cuisine.
Tu devrais le lire. Silence sur la ligne. Puis j'ai entendu le froissement du papier, le bruit de lui s'accroupissant, déchirant l'enveloppe du dossier. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il dit? La voix montant d'un ton. Une requête en divorce? Pauline? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? La page 2 contient la demande de garde. Ai-je précisé? La page 4 contient les photos prises à ton bureau. La page 6, ce sont les reçus des hôtels? Je commencerai par le début si j'étais toi. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu m'as fait suivre. Je me suis informée par moi-même. Ai-je répondu « Il y a une différence ?» Il s'est mis à hurler. Il disait que je n'avais pas le droit de tout prendre, que la maison était à moitié à lui, que je n'avais aucun droit. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit que les déménageurs avaient photographié et consigné chaque article par rapport aux documents de propriété depuis 2 semaines et que mon avocate, Maître Hélène, pour se ferait un plaisir de lui détailler le dossier complet. Hélène, a-t-il répété, tu as planifié tout ça. Depuis combien de temps? Pauline, depuis combien de temps ça dure? À peu près aussi longtemps que toi et Claire. Ai-je dit? Et j'ai raccroché. Il a rappelé 4 fois dans les 10 minutes suivantes. Je n'ai répondu à aucun appel. Au 5e appel, j'ai décroché juste assez longtemps pour l'entendre prononcer mon prénom. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et je suis retournée déballer mes tasses. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré pour un autre problème. Netflix demandait si je voulais supprimer un appareil qui venait d'essayer de se connecter depuis un lieu inhabituel. J'ai appuyé sur supprimer. Ensuite, l'application du thermostat connecté m'a envoyé une notification. Une tentative de connexion depuis le téléphone de Fabien, refusée automatiquement puisque j'avais mis le compte à mon nom le matin même, programmée pour se verrouiller au moment exact de l'atterrissage de son vol, puis l'espace de stockage cloud partagé, puis l'application de carte de crédit jointe affichant un avis de refus pour un paiement dans un bar de l'aéroport. 10 minutes. 4 systèmes bloqués. Un homme debout dans une maison vide, réalisant qu'il n'avait plus accès à rien. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avec prudence. Pauline. C'est Brigitte, la mère de Fabien, Halletunch, relayant manifestement des informations de seconde main. Fabien vient de m'appeler. Il est hystérique. Il dit que tu as vidé toute la maison. C'est vrai, c'est vrai. Ai-je répondu? Pauline, il est dans un état terrible. Tu es enceinte de 7 mois? Pourquoi lui ferais-tu une chose pareille? Demandez-lui qui est Claire Mercier. Ai-je dit? Interrogez-le sur l'hôtel à 2 villes de chez vous. Demandez-lui des nouvelles du voyage en amoureux qu'il a fait sans moi. Il y a eu un long silence. De quoi parles-tu? Demandez-lui. Ai-je répété? Et j'ai mis fin à l'appel, avant que Brigitte ne puisse discuter. Je me suis sentie coupable pendant exactement 4 secondes, puis je me suis souvenue de chaque échographie que Fabien avait ignorée, et ce sentiment est passé 1 heure plus tard. Fabien a appelé depuis un autre numéro, le téléphone d'un collègue. Peut être parce que sa propre ligne continuait d'être rejetée maintenant que le forfait familial avait été séparé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, plus calme cette fois, presque suppliant. Pauline, c'est de la folie. Tu ne peux pas m'effacer de ma propre vie comme ça. Je vais me battre. Je vais prendre un avocat. Tu penses qu'un dossier par terre va me faire peur? J'ai écouté le message 1 fois, puis je l'ai supprimé. Cet après-midi-là, Hélène m'a appelé pour me faire un compte-rendu. Fabien s'était présenté à son cabinet à l'improviste, exigeant de la voir, refusant de quitter l'accueil jusqu'à ce que la sécurité de l'immeuble lui demande de sortir. Il n'était pas content, a dit Hélène d'un ton sec. Il a dit à ma secrétaire que vous l'aviez pris en embuscade. Je lui ai répondu de dire à son avocat de contacter mon cabinet. Il n'a pas encore d'avocat,
Il n'a pas beaucoup aimé entendre ça. Qu'a-t-il dit? Ai-je demandé? Il a dit. Elle ne peut pas me faire ça. Je lui ai répondu. C'est pourtant déjà fait. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Ça m'a surprise de voir à quel point ça faisait du bien. Dans la soirée, Fabien avait apparemment appelé directement l'entreprise de déménagement de Nadia, essayant d'obtenir des informations sur l'endroit où étaient passées ses affaires. Nadia m'a appelé pour vérifier avant de lui dire quoi que ce soit. Il menace d'appeler la police. Il dit que c'est du vol. M'a-t-elle raconté? Je lui ai dit que chaque article était consigné dans des registres de propriété que l'avocate de sa femme possède, et que s'il veut déposer plainte, l'officier de police demandera également à voir ces registres. Il m'a raccroché au nez. Merci. Ai-je dit? Ne me remerciez pas. Qui a répondu Nadia. Pour moi, c'est juste un mardi comme les autres. À 20h ce soir-là, ma sonnette a retenti. Pas à ma nouvelle maison. Fabien n'avait pas encore l'adresse, mais j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, une photo du salon vide de notre ancienne maison avec la légende Pauline. Reviens. On peut arranger ça? Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre message. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. À tes parents, à mes parents. Tout le monde saura que tu as fait ça à un homme qui va être père. J'ai lu cette ligne 2 fois et j'ai posé le téléphone sur le comptoir. Je riais à nouveau, plus doucement cette fois, à 21h. Claire Mercier m'a envoyé un message. Je ne savais même pas qu'elle avait mon numéro jusqu'à ce que le message arrive. Je pense que nous devrions parler. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai regardé ce message pendant un long moment, puis j'ai tapé 4 mots en retour. Je ne crois rien. Je sais. Elle n'a pas répondu après ça. J'ai appris plus tard, par une connaissance commune travaillant dans le même immeuble, que Claire avait passé cette même soirée à gérer un appel téléphonique très différent, venant de Sophie, la femme du collègue qui avait organisé la soirée poker, lui demandant exactement depuis combien de temps son mari savait pour Fabien et Claire, sans rien dire. Au moment où j'ai éteint les lumières de ma nouvelle chambre cette nuit-là, Fabien avait appelé 9 fois, envoyé 6 messages, et envoyé un email à une adresse que je ne consultais déjà plus. Hélène m'a envoyé un dernier message avant que je ne m'endorme. Il prendra un avocat d'ici jeudi, disait le message. Quend'il le fera. Tout ce que nous avons construit tiendra bon. Dormes. Vous l'avez bien mérité. Et j'ai dormi. À mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le matin, mon téléphone affichait 4 appels en absence d'un numéro inconnu. Et un message vocal de Fabien. Sa voix craquait, très différent de tout ce que j'avais entendu de lui auparavant. Pauline, disait le message, j'ai perdu mon emploi aujourd'hui. Quelqu'un au bureau a découvert pour Claire. Les ressources humaines ont parlé de conflit d'intérêts. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis restée assise avec ce message vocal pendant un long moment, le téléphone collé à l'oreille, repassant le passage où sa voix s'est brisée sur les mots plus rien. Puis j'ai ouvert mon calendrier, j'ai vu la date encerclée. 3 semaines plus tard, pour mon prochain rendez-vous prénatal. Et j'ai fermé la messagerie vocale sans le rappeler. Fabien a trouvé un avocat le jeudi, exactement comme Hélène l'avait prédit. Il s'appelait Maître Marc Lefebvre. Et sa première action a été une mise en demeure m'accusant de soustraction illégale des biens du ménage et exigeant la restitution immédiate de chaque objet retiré de la maison. Hélène m'a lu la lettre au téléphone. En riant à la moitié, il veut récupérer le canapé, a-t-elle dit. Je vais me faire un plaisir de répondre à ça. Sa réponse, à longue de 3 pages, incluait le journal d'inventaire complet, les preuves de propriété et des copies des reçus d'hôtel, les relevés de retrait bancaire et l'itinéraire de vol de l'aéroport avec le nom de Claire Mercier.
Le tout déposé, en tant que pièce à conviction, elle l'a envoyé le jour même. Le soir, Fabien appelait ma mère. Il lui a dit que j'avais fait une dépression. C'est ce que ma mère m'a rapporté quand elle m'a appelée, très inquiète. Il a dit que je n'avais pas les idées claires, que les hormones de grossesse m'avaient fait faire quelque chose de drastique et qu'il avait peur pour le bébé. Je vais très bien. Maman. Ai-je répondu? Je n'ai jamais eu les idées aussi claires de ma vie. Il avait l'air vraiment bouleversé. C'est bien normal. Ai-je dit? Demande-lui qui est Claire Mercier. Ma mère est restée silencieuse au bout du fil, de la même manière que Brigitte. 2 jours plus tard, elle a rappelé pour s'excuser. Elle avait fait exactement ce que je lui avais dit et avait obtenu une version très différente de la part de Fabien quand elle l'a poussé dans ses retranchements. La prochaine action de Fabien est passée par son avocat, Marc Lefebvre. Une demande formelle d'audience de conciliation en urgence devant le juge aux affaires familiales, invoquant des inquiétudes concernant la stabilité mentale de la mère. Comme motif pour accélérer les discussions sur la garde, j'ai lu le document assise à la table de ma nouvelle cuisine, la main pressée à plat contre le papier, comme si je pouvais empêcher les mots d'être réels. Il essaie d'utiliser le bébé. Ai-je dit à Hélène? Il essaie de vous faire peur. A-t-elle répondu? Ça ne marchera pas. Chaque dossier qu'il dépose s'affaiblit à la seconde où le juge voit nos preuves à côté des siennes. L'instabilité mentale ne tient pas la route face à 40 pages de relevés bancaires. Elle avait raison. Mais cela n'a pas empêché la peur de rester nouée dans ma poitrine pendant 2 jours entiers. Ce week-end-là, Fabien a débarqué à ma nouvelle maison. Je ne sais pas comment il a trouvé l'adresse. J'ai appris plus tard que l'assistante de Nadia avait laissé échapper l'information à son avocat lors d'une demande de dossier. Une erreur qu'Hélène a réparée avec un seul appel téléphonique furieux. Il se tenait sur mon porche, mal rasé, dans la même chemise qu'il portait sur le vol de retour. Je n'ai ouvert la porte que dans la limite permise par la chaîne de sécurité. « Pauline, s'il te plaît, » a-t-il dit. « Laisse-moi juste te parler. 5 minutes. Toi, son avocate. » Ai-je dit. « Parle-lui. Je ne veux pas d'un avocat entre nous. » A-t-il dit. « Je veux ma femme. Je veux que ma fille ait un père à la maison. Tu avais tout ça. » Ai-je répondu. « Mais tu as choisi une chambre d'hôtel avec Claire. » Son visage a changé à l'entente de son nom, un mélange entre la culpabilité et la colère. « C'était une erreur. » A-t-il dit. « Une seule erreur. Tu me punis pour une seule erreur. 6 jours sur un compte de fidélité hôtelier. Ce n'est pas une seule erreur. Fabien, c'est une habitude. J'ai les dates. » Il s'est approché de la porte. J'ai reculé. En gardant la chaîne tendue, je lui ai dit que s'il ne partait pas, j'appellerais la police moi-même cette fois. Il est parti, mais pas avant de m'avoir dit, d'une voix basse et froide, que je regretterais de lui avoir fait ça, une fois que le bébé serait là, et que je réaliserais que j'avais besoin de lui. J'ai appelé Hélène à la seconde où sa voiture a quitté l'allée. Il a débarqué. Ai-je dit, sans y être invité. Il refusait de partir jusqu'à ce que je menace d'appeler la police. Notez l'heure. Faites une capture d'écran de tout message reçu avant et après, a-t-elle ordonné. Nous déposons une demande d'ordonnance d'éloignement dans le cadre de la procédure de garde cette semaine. Les juges n'aiment pas les visites à l'improviste pendant un litige en cours. 2 jours plus tard, un autre problème a fait surface. De nature financière. Cette fois, j'ai découvert qu'une saisie conservatoire avait été déposée contre mon nouveau logement, la petite maison qu'Hélène m'avait aidé à louer. Fabien prétendait avoir un droit de propriété partiel en alléguant que les fonds provenaient d'un compte joint. C'était un coup de bluff, faible et désespéré. Mais cela gelait ma capacité à apporter des modifications au bail jusqu'à ce qu'un juge l'examine. Il jette toutes ses forces dans la bataille, a dit Hélène quand je l'ai appelée. Est furieuse.
C'est ce que font les gens quand ils sont en train de perdre. Ils font du bruit. Nous ferons rejeter ça dans une semaine. Mais c'est fait pour vous faire peur, pas pour gagner. Ça a un peu marché. J'ai passé 3 nuits blanches, convaincu qu'un juge quelque part déciderait que Fabien méritait la moitié d'une maison qu'il n'avait jamais vue. C'est alors que Sophie m'a appelée, la femme du collègue de la soirée poker, celle qu'Hélène m'avait dit de noter sans l'appeler. J'ai entendu ce qu'il t'a fait. Elle a dit « Je veux que tu saches quelque chose. Mon mari était au courant pour Claire, depuis des mois. Il ne me l'a jamais dit. Je l'ai découvert, par l'ami d'une amie la semaine dernière. En même temps que tout le monde, je suis désolée. » Ai-je répondu avec sincérité. « Ne laisse pas » a dit Sophie. J'ai lancé une procédure de divorce hier. Je voulais te remercier. En fait, si tu n'avais pas fait éclater toute cette affaire, je ne l'aurais être jamais su. J'ai raccroché en ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas, ni de la culpabilité, ni de la satisfaction, juste une étrange et silencieuse solidarité avec une femme que je n'avais jamais prévu de connaître aussi bien. La manœuvre suivante de Fabien a été plus mesquine, plus lâche. Il a appelé le cabinet de mon gynécologue, prétendant être inquiet pour mon état de santé mentale, et leur demandant de partager les notes de mes consultations. Le secrétariat m'a appelé immédiatement, confus en excuses. Il refusait de divulguer quoi que ce soit sans mon accord, mais la tentative elle-même m'a laissée tremblante pendant 1 heure. Hélène a déposé une plainte le jour même, l'ajoutant au dossier de garde grandissant comme preuve de harcèlement. Il fait mon travail à ma place. A-t-elle dit ? Chacune de ces actions va directement dans le dossier, à côté des reçus d'hôtel. Dès la semaine suivante, Marc Lefebvre retirait discrètement l'argument de la stabilité mentale pour la garde. Sans aucune explication, Hélène soupçonnait qu'il avait finalement vu l'ensemble des preuves et réalisé que cela rendait son client encore plus indéfendable. À chaque fois qu'il tentait d'intensifier la situation, Fabien essayait une dernière chose avant la date de la conciliation. Il m'a envoyé un email. « Là, t'es cousu », alternant entre excuses et accusations, se terminant par une phrase qui est restée gravée dans mon esprit plus longtemps que je ne l'aurais voulu. « Je sais que je t'ai perdu le jour où je suis entrée dans ce bureau avec Claire. Je ne pensais juste pas que tu me laisserais tout perdre le reste aussi. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Hélène sans commentaire. Gardez bien celui-ci. » M'a-t-elle répondu. C'est pratiquement des aveux. La date de la médiation familiale est tombée un mardi. 3 semaines avant la date de mon terme, nous devions tous les 2 nous asseoir de chaque côté d'une table avec nos avocats et une médiatrice nommée par le tribunal pour enfin fixer des chiffres, un calendrier de garde et mettre légalement un terme à 11 années de mariage. J'ai préparé mon dossier la veille au soir, le vrai dossier maintenant, épais de tout ce qu'Hélène et moi avions construit depuis cet après-midi-là dans le café, et je l'ai posé près de la porte d'entrée, où je le verrais en premier le matin venu. La salle de conciliation était petite. De la moquette grise, une longue table, 2 pichets d'eau auxquels personne n'a touché. Fabien était assis en face de moi, avec son avocat Marc Lefebvre à ses côtés, tous les 2 en costume. La cravate de Fabien était légèrement de travers, comme s'il l'avait nouée dans la voiture. Il ne m'a pas regardé quand je suis entrée. Hélène a posé notre dossier sur la table avec un bruit sourd, ce qui a fait tressaillir l'avocat adverse. La médiatrice, Madame Valérie Rousseau, a commencé par les bases, le partage des biens, le calendrier de garde, la pension alimentaire, des termes standards, jusqu'à ce qu'Hélène fasse glisser la première pièce à conviction de l'autre côté de la table. 6 séjours à l'hôtel Prouvé, a dit Hélène, facturés sur un compte joint, coïncidant avec de prétendus voyages d'affaires. Les ressources humaines de l'ancien employeur de Monsieur Laurent ont confirmé que ces voyages n'ont jamais existé. Maître Lefebvre a ouvert la bouche. Fabien a posé une main sur son bras et l'a coupée
avant qu'il ne puisse parler. « C'est une campagne de diffamation ?» a dit Fabien. « Rien de tout cela ne prouve quoi que ce soit. La pièce numéro 4 est l'impression d'un itinéraire de vol pour un hôtel de luxe, » a poursuivi Hélène, faisant glisser une autre feuille sous les yeux de Fabien, au nom de Monsieur Laurent et au nom de Claire Mercier, pour les dates exactes initialement réservées comme un voyage en amoureux pour sa femme enceinte. Silence. Valérie Rousseau a levé les yeux du document, puis elle a regardé Fabien. « Contestez-vous ce document ?» a-t-elle demandé. Fabien fixait la table. « Non », a-t-il dit doucement. « Alors passons à la discussion sur la garde. » On a décidé la médiatrice. Marc Lefebvre a essayé une autre approche. Il soutenait que Fabien méritait un droit de visite et d'hébergement élargi, malgré la liaison, mettant en avant son implication pendant la grossesse. Hélène n'a pas haussé la voix. Elle a simplement fait glisser un calendrier imprimé. Chaque rendez-vous manqué y était surligné en rouge, « Septa au total », à côté d'une colonne intitulée « Motifs invoqués »,« Déjeuner d'équipe », a lu Hélène, à voix haute. « Urgence client », « Golf avec un collègue », « Monsieur Laurent a manqué 7 », « Rendez-vous prénataux en 5 mois », y compris l'échographie morphologique du 2e. La mâchoire de Fabien s'est crispée. « Je travaillais », a-t-il affirmé. « Vous étiez dans une chambre d'hôtel avec Claire Mercier pour 3 de ces 7 fois », a rétorqué Hélène. « Nous avons les reçus horodatés aux mêmes dates. » Il n'a rien répondu à cela. La médiatrice s'est tournée directement vers moi. « Madame Laurent, que demandez-vous concernant la garde exclusive ?» Ai-je répondu. « Avec des droits de visite médiatisés, sous surveillance, jusqu'à ce qu'il puisse prouver une implication cohérente et documentée. Je ne cherche pas à l'effacer de la vie de notre fille. J'essaie de la protéger de ce que j'ai vécu. » Le visage de Fabien est devenu rouge. « Tu ne peux pas décider de ça toute seule, » a-t-il dit, la voix montant. « C'est ma fille à moi aussi. Elle n'est même pas encore née. » Fabien, ai-je répondu, et tu as déjà manqué 7 rendez-vous et emmené ta petite amie pour le voyage qui lui était destiné. Je ne décide de rien. Tu l'as déjà fait. L'avocat de Fabien a essayé d'intervenir pour parler de manipulation émotionnelle et d'intention punitive, mais la médiatrice l'a coupé. Elle a déclaré que les documents parlaient d'eux-mêmes et a demandé aux 2 parties de passer aux aspects financiers. C'est là que le calme de Fabien s'est brisé complètement. « Tu as vidé ma maison », a-t-il dit. Il s'est levé à moitié de sa chaise. « Tu as pris tout ce que je possède. Et tu m'as laissé un dossier ? Comme si j'étais un criminel. Est-ce que tu sais ce que ça fait de rentrer chez soi et de ne rien trouver ? Oui. » Ai-je répondu. « Je sais exactement ce que ça fait. Je l'ai ressenti le jour où je me suis tenue devant la fenêtre de ton bureau et que je t'ai vu enlacer une autre femme comme si elle comptait plus que l'enfant que je portais. » La salle est devenue silencieuse. Même l'avocat adverse a cessé d'écrire. Fabien s'est rassis lentement. Une partie de la couleur quittant son visage. « Je ne pensais pas que tu avais vu ça, » a-t-il dit. Plus calmement maintenant. « J'ai tout vu. » Ai-je répondu. Les stores étaient à moitié ouverts. Je suis restée là pendant près d'1 minute. Tu n'as même jamais levé les yeux. Valérie Rousseau a laissé le silence s'installer avant de reprendre la parole. Étant donné les preuves documentaires présentées, a-t-elle dit, je recommanderais aux 2 parties d'envisager l'accord financier que Madame Laurent a esquissé plutôt que d'aller vers une procédure contentieuse, ce qui ne fera qu'augmenter les frais et retarder l'issue. Hélène a fait glisser la proposition d'accord sur la table. Je conserve la totalité du produit de la vente de la maison commune. Étant donné la négligence financière avérée, le reste des comptes joints est divisé en parts égales, moins les retraits liés au séjour à l'hôtel et à l'achat de la montre, qui seront déduits directement de la part de Fabien, gage exclusive, avec droit de visite surveillée. En attendant une révision dans 6 mois, l'avocat s'est penché et a murmuré quelque chose à l'oreille de Fabien. Fabien a fixé le papier pendant un long moment
les mains posées à plat sur la table, respirant lentement, comme s'il essayait de garder le contrôle de lui-même. Si je ne signe pas ça, a-t-il dit sans lever les yeux? Que se passe-t-il? Nous allons au tribunal, en procédure contentieuse, a répondu Hélène. Et tout ce qu'il y a dans ce dossier fera partie du domaine public. Chaque séjour à l'hôtel, chaque rendez-vous manqué, chaque euro dépensé, votre nouvel employeur, si vous en trouvez un, elle sera libre de consulter le registre. Fabien m'a regardé, puis il m'a vraiment regardé pour la première fois depuis que j'étais entrée dans la pièce. Est-ce vraiment ce que tu veux? A-t-il demandé. Que ça se termine comme ça? Tu as mis fin à tout ça le jour où tu as réservé cet hôtel de luxe. Ai-je répondu? Je me suis juste assurée que cela se termine sur papier, à la lumière du jour, là où tout le monde peut voir exactement ce qui s'est passé. Il a pris le stylo. Il a signé lentement, ligne après ligne, comme s'il espérait que quelque chose l'arrêterait avant qu'il ne termine. Rien ne l'a arrêté. Quand il a reposé le stylo, son avocat a rassemblé les papiers sans un mot. Valérie Rousseau a noté l'heure pour le procès-verbal. Nous en avons terminé ici? A-t-elle déclaré? Fabien s'est levé le premier. Il s'est arrêté à la porte. Une main sur l'encadrement. Il m'a regardé une dernière fois. J'espère qu'elle te ressemblera. A-t-il dit? Pas à moi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé sortir. La porte s'est refermée derrière lui, et pour la première fois depuis des mois, la pièce m'a semblé m'appartenir entièrement. Hélène a commencé à ranger le dossier dans sa mallette, pièce à conviction par pièce à conviction, les mêmes documents qui avaient permis de monter un dossier à partir de rien d'autre que de la patience et d'un bloc-notes dans un café. Quelques mois plus tôt, comment vous sentez-vous? A-t-elle demandé. J'ai posé une main sur mon ventre, j'ai senti le bébé bouger sous ma paume, et j'ai réalisé que je ne me sentais pas triomphante, je me sentais épuisée, j'en avais terminé avec une version de ma vie qui m'avait coûté bien plus que je ne voulais me l'avouer. Jusqu'à cet instant précis, prête, ai-je dit. Pour la suite, Hélène a souri, elle a fermé sa mallette, et m'a dit que l'accord serait finalisé dans les 30 jours, largement le temps. A-t-elle dit, avant la date de votre accouchement, je suis sortie de cette pièce grise, pour me retrouver sur un parking inondé d'une lumière du jour tout à fait ordinaire, et pour la première fois, depuis le jour où je m'étais tenue devant la fenêtre de ce bureau, je n'ai pas eu l'impression d'être dans l'attente d'une catastrophe. Le jugement a été prononcé 10 à 9 jours après l'audience, plus vite que ce qu'Hélène avait promis. Fabien a signé le dernier document par courrier. Il ne s'est pas présenté en personne. Il n'a pas appelé. J'ai commencé le travail 11 jours plus tard, dans ma nouvelle maison, dans une chambre avec un mobile qui était autrefois suspendu dans un autre foyer et qui pendait maintenant au-dessus d'un berceau dans une maison qui était entièrement la mienne. Ma fille est née à 4h12 du matin. Elle pesait 3,2 kg. Et la première chose que la sage-femme a dite quand elle me l'a tendue, c'est qu'elle avait mes yeux et le menton têtu de ma mère. Rien de Fabien. Pas que j'ai cherché. D'ailleurs, je l'ai appelée Rose. C'était mon idée. Et seulement la mienne. Fabien a appris la naissance par un message que j'ai fait envoyer par le cabinet d'Hélène. Factuel. 3 lignes. Aucune invitation à venir nous voir. Il a répondu par un seul mot. Félicitations. Il a essayé de planifier sa première visite surveillée 2 semaines plus tard. Il est arrivé avec 15 minutes de retard au centre d'accueil familial qu'Hélène avait organisé, les cheveux mal peignés, s'excusant auprès de la personne chargée de la surveillance. Avant même de dire bonjour à sa propre fille, je l'ai regardé à travers la vitre sans teint pendant exactement 4 minutes, avant de ne plus pouvoir le supporter et de demander qu'on me prévienne quand ce serait terminé. Il est venu à 3 autres visites le mois suivant. Il en a manqué 2. Il en a reprogrammé une à un jour qui entrait en conflit avec un entretien d'embauche, entretien qu'il a raté.
Que m'a dit la surveillante? J'ai appris par Sophie que j'avais commencé à retrouver pour prendre un café toutes les quelques semaines, que Fabien avait enchaîné 2 emplois depuis le divorce, les 2 s'étant terminés en quelques mois, à chaque fois, après que ses collègues eurent découvert son infidélité, et l'histoire de la maison vidée, et du fameux dossier, qui était manifestement devenu le potin de tous les bureaux de la région. Claire Mercier a quitté l'entreprise peu de temps après le départ de Fabien. Elle a été mutée dans une autre succursale, dans une ville à 1 heure de route de Lyon. Sophie m'a raconté qu'elle avait entendu Claire se plaindre à une amie commune, que Fabien lui avait promis des choses qu'il n'avait jamais tenues, une vraie relation, un vrai avenir. Rien de tout cela n'avait survécu aux 6 mois qui avaient suivi l'ouverture de son divorce. Brigitte, mon ex-belle-mère, m'a appelé une dernière fois 1 mois après la naissance de Rose, demandant doucement si elle pouvait venir voir sa petite fille. J'y ai réfléchi pendant 2 jours avant d'accepter. Elle est arrivée avec un petit cadeau. Elle s'est assise prudemment sur mon canapé et n'a jamais mentionné la maison vide, ni demandé de pardonner à son fils. Je l'ai respectée pour cela, bien plus que je ne l'aurais cru. Nadia m'a fait livrer un bouquet de fleurs la semaine de la naissance de Rose. Pas de carte de visite, juste un mot qui disait « Félicitations, vous avez fait ce qu'il fallait ». J'ai gardé le mot dans le même tiroir où j'avais autrefois caché un dossier de reçu d'hôtel. Derrière des pots de peinture, Hélène est passée me voir 6 semaines après l'accouchement. Une visite professionnelle, principalement pour signer des papiers, confirmant que la révision de la garde, prévue à 6 mois, avait été repoussée à 1 an complet. En raison de l'inconstance des visites de Fabien, elle a tenu Rose pendant exactement 90 secondes avant de me la rendre. Mal à l'aise, comme le sont souvent les personnes qui passent leur carrière à côtoyer les pires journées de la vie des autres. « Vous avez déjà fait le plus dur », m'a dit Hélène sur le pas de la porte. Tout ce qui vient après, ce n'est que de l'entretien. Elle n'avait pas tout à fait raison. Il y avait encore des jours difficiles. Un retard de pension alimentaire au 3e mois qui a nécessité 2 appels téléphoniques et une mise en demeure. Une fête d'anniversaire où Fabien est arrivé avec 40 minutes de retard. Rose dormait déjà dans sa poussette quand il est arrivé. Un message vocal. Une fois, à 2 heures du matin, la voix empâtée, Fabien demandait s'il y avait une chance, une infime chance que nous puissions réessayer. J'ai supprimé celui-là aussi, exactement comme le premier. Mais la plupart des jours n'étaient plus difficiles. La plupart des jours étaient ordinaires, ce qui, après cette année-là, qui ressemblait à une victoire en soi, aller faire les courses avec Rose blottie contre ma poitrine, des siestes qui se prolongeaient paisiblement, une cuisine qui restait exactement aussi désordonnée ou aussi propre que je l'avais laissée, parce que la vaisselle de personne d'autre n'apparaissait par magie dans mon évier pendant la nuit. Pour le premier Noël de Rose, j'ai installé un petit sapin dans le coin du salon, ce même salon qui n'était qu'un parquet nu avec des pas résonnants 1 an plus tôt. J'ai accroché une décoration de l'ancienne collection de ma grand-mère, celle-là même que l'équipe de Nadia avait emballée avec tant de soin, qu'elle avait survécu au déménagement sans la moindre égratignure. Je suis restée là un instant, la décoration à la main. Rose babillait dans son transat juste à côté, et j'ai pensé à la femme qui était restée assise dans un parking pendant 11 minutes, à mémoriser le visage d'une inconnue à travers la fenêtre d'un bureau. Elle me semblait être quelqu'un que j'avais connu autrefois, plutôt que la femme que j'étais encore. Fabien a déménagé à quelques villes de là, finalement plus près de chez sa mère. Il occupe un poste que Sophie a décrit comme bien moins prestigieux que celui qu'il a perdu. Il appelle encore de temps en temps, surtout pour confirmer ses visites, parfois pour demander comment va Rose, avec une voix qui ressemble de plus en plus à celle d'un homme qui comprend exactement ce qu'il a gâché. Je ne le déteste plus. Je ne pense presque plus jamais à lui. Ce qui a pris plus de temps à s'installer que la colère, mais c'est arrivé tout de même. Ce à quoi je pense,
Quand il m'arrive d'y repenser, c'est au dossier, pas au papier, à l'intérieur, la requête en divorce, les photos, les relevés bancaires. Tout ça est classé et terminé. Non. Je pense, au moment où je me suis agenouillée sur le sol nu de la cuisine et où je l'ai posé exactement à l'endroit où il le verrait en premier. Je n'ai pas eu besoin de lui hurler dessus. Je n'ai pas eu besoin de faire une scène, de claquer une porte, ni de provoquer une confrontation publique devant ses collègues ou les miens. J'ai juste eu besoin d'un dossier, d'une maison vide, et d'assez de patience pour laisser la vérité éclater selon mes propres règles. Être enceinte ne m'a jamais rendue faible. Cela m'a rendue calculatrice. Et quand Fabien a finalement franchi la porte de cette maison, s'attendant à trouver sa femme, l'attendant sagement dans la chambre, ce qu'il a trouvé à la place, c'était la preuve que le silence n'avait jamais été synonyme de faiblesse. Les histoires comme celle-ci laissent souvent derrière elles quelques vérités silencieuses, que le silence peut être une préparation en soi et non une faiblesse, que documenter la vérité l'emporte presque toujours sur le fait de l'affronter à voix haute, surtout quand l'enjeu est l'avenir de votre enfant, et que les personnes qui vous trahissent s'attendent rarement à ce que vous ayez déjà 3 coups d'avance. Avez-vous déjà gardé le silence exprès, en attendant le bon moment pour agir? Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo et abonnez-vous.